Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'usinage, et plus particulièrement d'usinage arrêté. Alors, un usinage arrêté, c'est quoi? Bon, le terme arrêté est plutôt parlant, mais en fait, il est trompeur. Et oui, parce qu'il révèle que la moitié de la vérité. Considérons donc un usinage quelconque. Une moulure, une rainure et une languette, une feuillure, etc. On peut réaliser cet usinage sur toute la longueur de la pièce. Et c'est d'ailleurs très souvent le cas. Par exemple, sur cette pièce de bois, la moulure se trouve sur toute la longueur de l'arête extérieure, du début jusqu'à la fin. On parle alors d'usinage filant. Dans le cas d'usinage en plein bois, c'est-à-dire non situé sur une arête, pour une rainure par exemple, on parlera d'usinage débouchant. Mais l'usinage peut être aussi réalisé que sur une portion de la pièce. Il commence après le début de la pièce et s'arrête avant la fin de celle-ci. On parle alors d'usinage arrêté. Vous comprenez maintenant pourquoi je disais que le terme arrêté était trompeur? On ne s'intéresse pas qu'à l'endroit où on doit arrêter l'usinage, mais aussi à celui où on doit le commencer. Les usinages arrêtés sont réalisés dans de nombreuses situations. Par exemple, les chanfreins sur les arêtes intérieures de cette porte. On ne va pas réaliser le chanfrein tout le long des pièces car ça empêcherait les assemblages de joindre parfaitement aux arasements. D'ailleurs, voilà ce que ça donnerait si on n'arrêtait pas l'usinage. Un grand classique aussi, c'est les rainures arrêtées qui reçoivent les fausses languettes pour les assemblages de panneaux. On arrête les rainures pour qu'elles ne débouchent pas au bout des lames. Comme ça, l'embrèvement est complètement invisible. On utilise couramment ces assemblages pour les dessus de meubles, les plateaux de table par exemple. Si les usinages arrêtés méritent qu'on s'y arrête, c'est qu'ils posent deux types de problèmes. Un problème de sécurité car ils sont potentiellement dangereux si on ne prend pas quelques précautions. Et un problème de précision, car c'est pas toujours facile de commencer et d'arrêter l'usinage exactement où on veut. Voyons tout ça en détail. Toutes ces machines fonctionnent selon la même logique. On peut aussi réaliser des usinages arrêtés avec une défonceuse tenue en main, mais on verra ça un autre jour. Commençons donc par préparer la machine. J'ai fait le choix de travailler avec une défonceuse sous table. La première chose à faire, c'est d'installer la fraise sur la défonceuse. Bon, là, c'est une fraise avec un chanfrein, mais le principe d'usinage est le même quel que soit le profil utilisé. Ensuite, je fixe la défonceuse sous le plateau de la table et je positionne le plateau sur le piétement. J'installe ensuite les guides. Alors, tout est d'un bloc, mais il y a le guide d'entrée et le guide de sortie. Maintenant, il faut choisir les caractéristiques du profil d'usinage. Profondeur, largeur, hauteur. Ces valeurs doivent être en adéquation à la fois avec les dimensions de la pièce à usiner, les autres usinages éventuellement à réaliser ou déjà réalisés sur la pièce, et évidemment avec l'esthétique recherchée. Ben oui, faut aussi que ce soit joli. Enfin, faut que ça vous plaise, quoi. Quand je règle la valeur de sortie de l'outil par rapport à la table, je règle la hauteur de l'usinage dans le bois. Positionnez une pièce de bois contre les guides et regardez en bout la valeur d'usinage que la fraise va réaliser. En faisant avancer ou reculer les guides, je règle la profondeur d'usinage dans le bois. Petite remarque au passage, les termes hauteur, largeur et profondeur d'usinage sont parfois utilisés l'un en remplacement de l'autre, en fonction des habitudes de chacun. Tournez la fraise à la main pour voir la rotation complète de l'outil et en même temps la valeur de bois qu'il va enlever. Attention, pour l'instant, vous n'avez pas branché la défonceuse. Sécurité oblige. Dès que ça vous convient, serrez les guides à la table. Pour votre sécurité, réduisez l'ouverture le plus près possible de l'outil sans le toucher. Maintenant, placez deux pièces de bois de chaque côté de l'outil en position d'usinage contre les guides et posez le champ d'un contreplaqué de 10 ou 15 mm d'épaisseur sur la pièce de bois et contre les guides. Puis fixez-le au guide d'entrée et de sortie avec deux presses à manche. Attention, faites en sorte de pouvoir coulisser la pièce de bois sans qu'elle force, mais qu'elle ne puisse pas se soulever. Avec la fraise à chanfrein que j'ai choisie, l'outil travaille par en dessous. Donc vous allez me dire, même si le morceau de bois remontait, c'est pas grave, il suffirait de le repasser. Ouais, je suis d'accord.
Mais dans le cas d'un disque à rainuré par exemple, ça donnerait quoi? Au mieux une rainure trop large, au pire un rejet de la pièce et un risque de blessure. Par contre, comme on va réaliser un usinage arrêté, on ne va pas pouvoir mettre en place le presseur qui plaque la pièce de bois contre les guides d'entrée et de sortie. Il faut maintenant installer les deux cales qui vont jouer le rôle de butée. Une sur la droite du guide, côté entrée d'usinage, et une autre sur la gauche, côté sortie d'usinage. Espacer les butées d'une valeur quelconque, plus grande que la pièce de bois. Mais pas trop tout de même, pour que la longueur d'usinage reste inférieure à la longueur de la pièce. Par contre, il faut que les butées ne touchent pas la surface de la table pour faciliter l'évacuation des copeaux. Ah oui, vous l'aurez deviné, je vais usiner une pièce d'essai. Ah oui, on n'est pas sûr d'être bon du premier coup. Allez maintenant, branchez votre machine, votre aspiration, mettez vos protections individuelles, le masque anti-poussière, les lunettes de protection, le casque anti-bruit. On n'est jamais trop prudent. Maintenant, on peut mettre en marche. Notez une croix sur le parement et posez-le sur la table. Faites pivoter la pièce en contact avec la butée droite et le guide. Posez les deux mains à droite de la fraise et glissez la pièce de bois jusqu'à la butée gauche. Si le réglage est bon du premier coup, super! Sinon, il suffit de régler de nouveau l'outil. Mais attention, assurez-vous que la fraise n'entre pas en contact avec les guides. Si c'était le cas, vous les écartez un petit peu. Vous voyez à quoi peut servir ce petit contreplaqué? À fixer des butées, mais aussi à reporter des repères au crayon de papier. Tout à l'heure, je vous ai dit espacer les deux butées d'une valeur quelconque. Rien de précis pour l'instant. Et pourtant, attention, on rentre dans le vif du sujet. Prenez et retournez votre pièce de bois. Là, on voit bien l'usinage du chanfrein. Il suffit de reporter l'entrée et la sortie exacte de l'usinage sur le contreparement de votre pièce de bois, avec une équerre et un crayon de papier bien taillé. Notez entrée pour l'entrée et sortie pour la sortie. Positionnez la pièce de bois contre la butée droite. Ne bougez plus rien. Il suffit de reporter et de noter entrée à l'endroit de l'entrée de la pièce de bois sur le contreplaqué. Servez-vous de l'équerre ou d'une petite pièce de bois corroyée coupée d'équerre pour reporter le trait. Ensuite, glissez la pièce de bois jusqu'à la butée gauche. Et là, vous l'aurez compris, on ne bouge plus pour reporter et noter sortie à l'endroit de la sortie de la pièce de bois sur le contreplaqué. Ça y est, le plus dur est fait. Vous avez maintenant la position exacte de l'entrée et de la sortie d'outils sur le panneau de contreplaqué. C'est indispensable pour un usinage arrêté, surtout quand l'outil travaille par en dessous et que vous ne le voyez pas. Vérifions maintenant la précision de nos repères en usinant la vraie pièce de bois. Avec un chanfrein sur un montant de porte, voici les contraintes d'usinage. Le montant fait 501 mm de long. Il est assemblé avec une traverse haute et basse de 45 mm de largeur et une traverse intermédiaire centrée de 100 mm de large. Regardons notre pièce de bois. J'ai décidé que les chanfreins s'arrêteraient sur les montants et les traverses à 30 mm désarasement entre les montants et les traverses. Je vais tout simplement, sur le contreparement du montant, faire un repère à 30 mm des emplacements de chacun des arasements des 3 traverses en utilisant un réglé et un crayon de papier. Attention, il faut tracer un repère de chaque côté de l'emplacement de la traverse intermédiaire, n'oubliez pas. On vient de décider des emplacements, des entrées et des sorties d'outils dans la pièce de bois. Vous voyez ce qu'il nous reste à faire? C'est très simple. Après avoir enlevé les deux butées, j'aligne le repère d'entrée d'outils du montant avec celui sur le guide en contreplaqué. Je positionne la butée contre le bout droit de la pièce et je la fixe au guide.
Puis je fais pareil avec leur paire de sorties d'outils. Je positionne la butée contre le bout gauche de la pièce pour la fixer au guide. Attention, il ne faut pas usiner l'emplacement de l'assemblage de la traverse intermédiaire. Donc, il va falloir procéder en 2 repérages pour les 2 montants, voire en 4 si la traverse intermédiaire n'était pas centrée ou que les traverses hautes et basses n'étaient pas de la même largeur. Il ne reste plus qu'à usiner le premier chanfrein. Une fois que vous avez réalisé l'usinage entre les 2 premiers arasements, il va falloir faire celui qui reste sur le montant. Si vous devez réaliser l'usinage sur les traverses, et ça serait plus joli, il suffit de faire pareil en démarrant et en arrêtant l'usinage à 30 mm des arasements. Si les traverses comportent un tenon, eh bien c'est le tenon qui touchera les butées. Et une dernière chose, n'oubliez pas le chanfrein sur les 2 arêtes de la traverse intermédiaire. Il n'y a plus qu'à usiner le dernier chanfrein. Et voilà, le tour est joué. Bon, ça a pris un peu de temps pour noter et repérer les entrées et les sorties d'outils. Mais ça en vaut la peine. En faisant comme ça, vous êtes sûr de votre coup. Et ça marche avec tous les usinages. Un petit conseil pour terminer. Faites quelques essais sur plusieurs pièces de bois avant de vous lancer. Et en route pour les usinages arrêtés. À bientôt.